Bonjour Smaïl, Bonjour. très ravi de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Talks of Ambition. Je tenais vraiment à t'accueillir pour cet épisode parce que je pense que tu fais partie de ces jeunes entrepreneurs très dynamiques qui ont fait leurs études à l'étranger et qui sont par la suite rentrés au Maroc pour contribuer au développement de l'économie nationale, contribuer à l'émergence du secteur de la fintech. Tu as lancé Wafr, qui est une solution de paiement en épicerie. Donc, ça sera l'occasion aujourd'hui de comprendre un petit peu quelles étaient les motivations derrière le lancement de cette solution de paiement en ligne, Avec plaisir. de comprendre aussi un peu ton parcours et voir comment est-ce que tu as pu en arriver à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ravi d'être avec toi ce soir. Parfait, très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est de commencer peut-être par nous expliquer un petit peu ton parcours académique, ce que tu as pu faire, Avec et plaisir. ensuite voir les différentes expériences professionnelles qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai fait le lycée Lyoté à Casablanca. Ouais. Ensuite, je suis parti en France pour faire une école de commerce. J'ai fait Montpellier Business School, qui s'appelait à l'époque Subdeco Montpellier. Ouais. C'était des années vraiment très sympas dans le sens où j'ai fait un peu d'école de commerce, mais beaucoup la fête. Ouais, ça c'est du classique. Et du fait de l'immaturité, j'ai probablement passé les années les plus heureuses de ma vie à ce moment-là. Ouais. J'ai fait le choix délibéré de rentrer au Maroc directement après mes études. Du coup, donc, juste après les études, je suis rentré. J'ai touché du doigt différentes choses. Et puis, la première chose sérieuse que j'ai commencé à faire, c'était une start-up avec un ami d'enfance. C'est une D'accord. start-up qu'on avait appelée Leak à l'époque. Ok. C'était une période un peu particulière. C'était le moment où la startup devenait sympa, devenait hype. Les gens en parlaient. Il y avait des chaînes de télé qui parlaient de la startup de manière extrêmement régulière. Et nous, on était exposés à ça et on savait qu'on veut faire de l'entrepreneuriat. Et donc, assez naturellement, on s'est mis à réfléchir avec donc, mon ami sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est en quelle année? Juste pour avoir une idée contextualisée. 2013, 2014. D'accord. Ouais, 2014. Ouais, ok. 13-14. Ouais. Et on décide donc. Je me rappelle qu'à l'époque, on fait l'exercice pour commencer à essayer d'avoir une posture quantitative quant à la décision de faire D'accord. plutôt tel ou tel projet. Ouais. Et l'un des chiffres sur lequel on tombe et qui retient notre attention, c'est qu'à l'époque, 95% des lignes téléphoniques au Maroc étaient prépayées. D'accord. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 80-85, il me semble. Ouais. Et donc, on s'est dit qu'il serait très certainement pertinent de créer une solution qui s'adresse à cette population-là, puisqu'elle est extrêmement large, c'est la majorité des gens. Et étant donné que l'intégralité de ces gens allaient tous les jours à l'épicier pour acheter une recharge téléphonique, et donc en fait, on se dit tout le monde a une ligne prépayée, les gens achètent de la recharge téléphonique au jour le jour, donc pourquoi pas créer une application, puisque tout le monde commence à avoir un smartphone, qui leur donne des recharges téléphoniques gratuites. D'accord. En contrepartie de ces recharges téléphoniques, nous, on va vendre de la publicité. C'était l'époque où on pensait qu'avec de la publicité, on pouvait financer la croissance d'une entreprise. Ouais. Google et Facebook étaient déjà là, mais il y avait des gens qui avaient encore d'espoir, dont nous. Et donc, on avait dit, on va créer une application très simple. Il suffit juste d'installer sur le téléphone. Et puis, quand vous recevez un appel, sur l'écran du téléphone, au moment où vous recevez l'appel, qui est un moment assez particulier, parce que c'est le moment où vous regardez l'écran de votre téléphone, on vous display une grande pub qui prend tout l'écran, qui ne vous embête pas dans l'expérience d'appel que votre smartphone vous a donné, parce qu'on vous affiche en haut qui c'est qui vous appelle, on vous affiche en bas les boutons répondre et raccrocher. Et donc, ça permet de joindre l'utile à l'agréable, parce que en fait, on peut parler à la personne qui vous appelle, mais dans le même temps, au moment où votre attention elle est captée sur l'écran du téléphone, on vous display une pub. Ce qu'on appelait à l'époque un interstitiel. On se pensait très malin, parce qu'on se disait, c'est des pubs qui sont qualitativement excellentes, parce qu'elles sont grandes, elles permettent de mettre une belle image, elles arrivent au moment où l'attention de l'utilisateur est focus sur l'écran du téléphone. En plus, on peut filtrer en fonction de si c'est un homme, une femme, de si c'est 14 heures et qu'on est en été, c'est peut-être plus adapté pour un soda, parce que les gens ont soif, ou une glace. Et si on est à un autre moment de la journée, ça peut être autre chose. On peut adapter en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur, des API qui vous donnent la météo, ce genre de choses. Et donc, on avait l'impression de vraiment donner une qualité publicitaire qui était très, 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 très forte, sans se rendre compte du fait à l'époque qu'en fait, la qualité de la publicité, c'était de pouvoir prouver le rendement de
cette publicité. Ceux pour lesquels les deux gros hyperscalers étaient déjà très, 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 très forts à l'époque. Et il y avait peut-être un momentum particulier. C'était celui de la transition du desktop au mobile. On est arrivé à ce moment-là. Et à l'époque, la grande question de Google, de Facebook, c'était comment on arrive à displayer de la publicité sur mobile plutôt que sur desktop, parce que justement, le desktop était en train de perdre de la part de marché, de la part d'attention des gens sur le mobile. Et donc, on avait l'impression, en plus, d'être dans l'air du temps, parce qu'on permettait de faire quelque chose sur le mobile, avec ce qu'on pensait être une qualité qui était très élevée, qui l'était en fait beaucoup moins. Ouais, ok, c'est très, très clair. Et du coup, cette expérience, elle a duré combien de temps? Combien d'années? End-to-end, ça devait être un peu plus d'une année. Ok. Après, on a fini par se disputer avec certaines personnes qui nous avaient rejoints. Donc moi, je quitte en premier, quelques mois plus tard, Omar quitte également, puis la boîte s'arrête. D'accord. Et donc, on se fâche avec certaines personnes qu'on avait intégrées dans le projet. Donc, voilà. Et ce qui avait été compliqué aussi, c'était qu'on avait réussi à lever un tout petit peu d'argent. D'accord. Mais on était dans un environnement du capital risque qui était inexistant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait très bien fonctionné. D'accord. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on avait rassemblé plus de 100 000 personnes au Maroc qui recevaient des publicités toute la journée, plusieurs fois par jour. C'est impressionnant. 100 000 actifs quotidiens. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups B2C qui, je pense, seraient très heureux d'avoir 100 000... qui auraient du mal à réaliser ça. 100 000 actifs quotidiens. On aurait fait ce type de chiffre en 2021, fin 2021. On lève sans problème entre 10 et 20 millions de dollars. Ok. Le timing est super important. Voilà. Rapidement, on commence à comprendre le fonctionnement de l'industrie publicitaire. On se rend compte, j'ai tendance en général à dire une phrase qui est fausse, c'est qu'il y a deux types de startups, les marketplaces et les SaaS. En fait, il y en a beaucoup plus, mais disons que les marketplaces et les SaaS rassemblent la majorité des startups. Et en fait, ce dont vous vous rendez compte quand vous analysez ce marché, c'est que les Facebook, Google sont en fait des marketplaces parce que d'un côté, il y a l'attention des gens et de l'autre côté, il y a les annonceurs. Donc la supply, c'est l'attention des gens et la demande, c'est les annonceurs qui viennent acheter cette attention. Et entre les deux, il y a un logiciel qui permet d'afficher la bonne pub au bon moment, au bon endroit. Ce qu'on ne voyait pas à l'époque, c'était qu'on était dans une configuration où cette marketplace au Maroc, pour ces hyperscalers, elle était déséquilibrée du côté supply. Il y avait beaucoup plus d'attention que de marché publicitaire. Il y a très peu d'argent dans l'industrie publicitaire au Maroc. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est inférieur à $1 milliard de publicité annuelle, tous canaux confondus, dont grosso modo la moitié est dans le digital et l'autre moitié c'est sur plusieurs canaux. Aujourd'hui, le digital est plus gros que la télé, plus gros que tout le reste. But still, pour la quantité de personnes qui ont une attention plusieurs heures par jour sur le smartphone, entre Insta, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., en fait, cette quantité d'argent, pour chacun de ces annonceurs, à la fin de la journée, ça revient à relativement peu de choses. Et donc, le corollaire de ça, c'est que la quantité le prix unitaire de cette publicité, étant donné que le prix est une fonction de l'offre et de la demande, il est structurellement très bas. Structurellement très 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 bas. Et donc on arrivait à vendre, mais la chose dont on ne s'est pas rendu compte assez vite à l'époque, et je pense que si on s'en était rendu compte, on aurait peut-être pu faire une boîte, c'est que notre avantage aurait été de jouer des prix beaucoup plus bas que ce qu'on essayait de faire. On essayait de jouer la carte de la publicité de haute qualité, ce qui est une hérésie totale, parce que dans une marketplace, ce que vous voulez, c'est de la liquidité. Et jouer sur de gros volumes, quoi. Exactement, de la liquidité et donc des gros volumes. Donc il faut baisser le prix unitaire. Voilà, il aurait fallu deux choses. Il aurait fallu comprendre ça à l'époque, ce qu'on ne comprenait pas. On était encore jeunes et on ne comprenait pas ça. Et il aurait fallu comprendre que la qualité de la publicité est relative à la rentabilité que la qualité perçue de la publicité par l'annonceur est très largement corrélée
au ROI que cette publicité va rapporter à cet annonceur. Très bien. Voilà. Et ça, on ne le voyait pas non plus à l'époque. Bon, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que là, concrètement, c'est de l'intelligence artificielle. Il faut réussir à faire des clusterings. Pour réussir à faire des clusterings, il faut réussir à collecter beaucoup de données. On n'avait clairement pas cette posture et ce recul quant à ce dont on avait besoin de... C'est très intéressant ce que tu es en train de dire et je vais me permettre de rebondir là-dessus. Ah, je t'en prie. Du coup, pour toi, quels sont un petit peu les enseignements tirés par rapport à cette expérience? Enfin, j'imagine qu'il y a un apprentissage théorique que tu nous as très bien expliqué, mais plus par rapport peut-être à l'aspect humain, par rapport au management de la boîte, par rapport au fait de prendre effectivement du recul et avoir cette maturité pour bien analyser le modèle économique et pouvoir faire un shift au moment donné s'il le faut. Il y a plusieurs choses, c'est une bonne question. Très certainement, la première des choses que moi personnellement j'avais pris comme takeaway de cette aventure, c'était un instinct migrateur que j'avais avant la boîte, avant de commencer l'entreprise. C'était que si on voulait faire quelque chose au Maroc, il fallait l'axer vers le mass market et pas vers l'affluent market. D'accord. Il fallait aller vers la masse de personnes. Oui. Ça, c'était la première chose. Ça s'est très largement confirmé à travers cette expérience. La seconde, c'est les aspects qui ont trait à l'agilité. On avait encore cette croyance puérile, absolument puérile, qui est encore très présente d'ailleurs dans notre pays, que pour faire une start-up, pour faire un logiciel, en fait, il vous faut une personne qui va vous construire le logiciel. Une fois que le logiciel est créé, vous pouvez commencer à opérer. En fait, la tech ne fonctionne pas comme ça. Le logiciel, c'est une première version que vous développez. À partir du moment où vous allez au marché, vous avez besoin de tous les jours continuer à la développer, à faire qu'elle continue de progresser. Ça devient une partie très importante, très significative du travail que vous faites. C'est la seule manière de pouvoir faire grandir votre entreprise. Donc ça, on ne le savait pas, on l'a appris à nos dépens. On manquait beaucoup de capacité à déployer du produit. La troisième chose, c'est les deux points que je viens de souligner, c'est-à-dire d'avoir un recul quant à la mécanique de fonctionnement. C'est un point qui est extrêmement tacticien, mais à un moment donné, il faut savoir pouvoir être tactique dans ce genre d'entreprise. Le troisième qui est plus stratégique, et c'est le quatrième point, c'est qu'il faut faire attention aux personnes avec qui on s'associe. On s'est clairement associé avec des gens avec lesquels on ne s'est pas entendu. Et qu'en fait, quand on commence à travailler sur ce genre de projet, en fait, l'association, c'est équivalent à un mariage, en fait. Et par conséquent, il faut réussir à être, je pense, extrêmement aligné avec les personnes avec lesquelles on s'associe, du point de vue du référentiel de valeur, du point de vue du fonctionnement au quotidien. Et c'est des questions qui sont en général posées quand on parle de mariage. Donc, je pense qu'il faut avoir cette posture. Et parfait, très bien, c'est très clair, beaucoup d'enseignements. Et du coup, c'était quoi l'étape d'après? L'étape d'après, donc une grosse déception parce que on avait des attentes qui étaient très fortes quant à ce qu'on était en train de faire. Enfin, tu l'avais un peu mal vécu d'avoir vu personne, clairement, oui, sur le coup. Assez rapidement, ça passe. Parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. On a été visible à ce moment-là. D'accord. On a été visible et le téléphone n'arrête pas de sonner. Ça ne m'était pas arrivé avant. D'accord. Ça ne m'était pas arrivé avant. Et donc, je passe très rapidement de assez triste, pas déprimé du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui déprime facilement, mais assez triste de la situation qui avait derrière, à très euphorique parce qu'on peut faire pas mal de choses. Puis je choisis de partir dans une entreprise qui a pignon sur rue à Casablanca, qui est une grosse entreprise, pour construire un produit similaire. Juste une question rapidement. Là, tu dis que le téléphone n'arrêtait pas de sonner parce que il y avait des gens qui te proposaient de rejoindre leur boîte ou des personnes qui te proposaient de lancer, de cofonder de nouvelles boîtes? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux. D'accord. Les deux, il y en avait qui me disaient viens, on le refait ensemble. D'accord, ouais. Ok. Ouais. Voilà, donc je passe quelques temps à faire du produit. Donc j'étais concrètement l'équivalent d'un product manager. C'était pas la partie la plus palpitante, mais j'ai découvert des gens incroyables dans cette entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant un temps, et où je commence à toucher du doigt les aspects produits, le travail avec des développeurs informatiques, ce genre de choses. Voilà, et rapidement dans la foulée, je reçois une proposition. Et ce qui était très bien, c'est que j'ai rencontré des gens incroyables, vraiment qui ont marqué mon parcours, parce que je pense que j'ai touché du doigt avec une personne en particulier qui était le patron de la boîte, ce qu'était le leadership. Mais de l'autre côté, je m'amusais moi.
Je m'amusais. Moi, on était clairement dans une boîte qui était de taille plus importante, etc. Et dans la foulée, je reçois une proposition d'un fonds de capital risque qui lançait une filiale au Maroc, qui s'appelle Seed Stars, qui cherchait un GM pour le Maroc. Et donc, on discute, le fit passe extrêmement bien. Et donc, je les rejoins assez rapidement. Très bien. Ça, c'était en quelle année, juste pour pouvoir situer un peu le... Seed Stars, 2016, il me semble. 2016, d'accord. 2016. C'était genre 4 ans après le retour au Maroc, un truc comme ça. Ouais, voilà. Parce que tu m'avais dit 2012. C'est ça. D'accord, très bien. C'est ça. Du coup, Seed Stars, je passe un peu de temps chez eux, une boîte très structurée, enfin avec des gens très ponctuels, c'est des Suisses, très bienveillants, très sympas. Parfois un peu frustrante parce que manque d'énergie cinétique. D'accord. Manque de... J'étais dans une phase de ma vie où j'étais en paix quand il fallait monter au front. Et je considérais qu'il n'y avait pas assez de combat, on va dire ça comme ça. Et dans la foulée, pareil, je reçois par le biais de connexion de l'écosystème une personne qui s'appelle Naufel, que j'embrasse très fort s'il nous écoute, qui me dit, il y a Itch qui cherche un GM pour le Maroc. Est-ce que tu connais pas quelqu'un? Je lui dis oui, moi. C'est très bien ça. Et le fit avec Itch a été excellent aussi. Je crois qu'on s'est parlé pour la première fois aujourd'hui. 48 heures plus tard, D'accord. On était d'accord quant au fait que j'allais les rejoindre. Ils voulaient se lancer? Ou là, ils étaient déjà lancés. D'accord. Ils étaient déjà au Maroc. Ouais. Ça décollait pas. Ouais. Ça décollait pas. Je me souviens quand je suis arrivé, ils faisaient 180 trajets par semaine. C'était vraiment... Ouais, c'était peu. Quoi. C'était vraiment zéro. Ouais. Ça décollait pas du tout. Donc, je me souviens, j'avais un déplacement sur Paris. J'en ai profité pour rencontrer Teddy, le fondateur. Le fit était bien passé. Et puis, dans la foulée, ils me font l'offre et on commence. D'accord. Globalement, ça s'est passé comment? T'es resté combien de temps chez eux? Et c'était quoi l'apport de l'expérience? Là, par contre, c'était une expérience. Je voulais un vrai truc. Je voulais du combat. Là, il y a eu du combat. Ouais. J'avais tendance à faire une métaphore à l'époque et je pense qu'elle est plutôt juste, elle est proche de la réalité. Le bureau à l'époque, pour moi, c'était l'équivalent d'un cumulonimbus. Cumulonimbus, c'est ce nuage où l'avion il ne doit pas rentrer. S'il rentre, ça ne va pas du tout. C'est une expérience extraordinaire pour plein de raisons. Ouais. Mais principalement parce qu'il y avait un momentum. C'est le moment où Itch a décidé de dépenser de l'argent pour faire de l'hyper-croissance. D'accord. Où moi, mon ownership, c'était de participer de manière active à la décision de comment on fait pour dépenser cet argent pour créer de la croissance. Et on est parti de presque zéro à plusieurs dizaines de milliers de trajets par semaine en très peu de temps. Donc, le vrai archétype de la startup, il n'y a rien, et puis quelques semaines plus tard, il y a une croissance invraisemblable avec un comportement des gens dans la ville qui se met à changer. Là, je l'ai touché du doigt. D'accord. C'est exactement ce que je voulais, c'est ce que j'ai eu. Et ça a l'air hyper passionnant. Tu vas bien nous raconter tout ce que vous avez pu faire. Mais déjà, pour comprendre, quand tu dis que par rapport à l'hypercroissance, c'est de gros budgets sur le marketing, j'imagine. Ou aussi d'autres aspects liés à la... Non, alors, quand tu fais une marketplace, en général, c'est un problème de la poule et de l'œuf. Parce que, par exemple, pour le cas de Itch, si tu n'as pas de conducteur, si les clients ils installent l'application et qu'ils commandent, en fait, il n'y a pas de voiture qui vient. Ou alors elle vient, mais elle met beaucoup trop de temps. Donc, tu es hyper déçu de l'expérience. Et puis, quand tu es conducteur, si tu n'as pas l'application qui n'arrête pas de sonner toute la journée pour que tu ailles chercher des gens, en fait, l'application, tu l'as, puis au bout d'un moment, tu ne l'utilises plus, tu la supprimes. Et donc, en fait, tu n'as ni l'un ni l'autre. Et là, pour le coup, si tu prends ton argent et que tu le mets dans du marketing, en fait, tu dépenses de l'argent à rien faire. Et ça, on l'a vu à plein de reprises. J'ai vu plein de marketplaces, même au Maroc, qui des fois, tu les as vus, mais partout, sur les 4x3, etc. Et puis, quelques temps après, il n'y a plus personne qui en parle. Il a fait une campagne et tout. Après, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et les marketplaces ont cette particularité de l'extrême manichéen. C'est ou blanc, ou noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a rien entre les deux. C'est ou product market fit ou pas de product market fit. Et le product market fit n'est pas du fait de la qualité du produit que tu donnes. Il est du fait de l'expérience que tu donnes. Et l'expérience, elle est très largement portée par plusieurs choses, dont le produit.
Mais concrètement, là, donc, la quantité d'argent, non, elle ne va pas en marketing, elle va dans le fait de... Donc, il faut commencer. Ou bien on met des taxes. Il faut d'abord des taxis pour ensuite obtenir des clients. Ouais. Donc, en gros, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit au taxi... Je me souviens, la première semaine, la promotion qu'on fait, pour faire venir les deux en même temps, on dit aux gens, on dit au taxi, si quelqu'un vous commande sur Hitch, vous allez le chercher, vous l'emmenez où il veut, et vous ne faites pas payer. C'est gratuit. Et nous, on vous paye 50 dirhams par trajet. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et donc, et là, on met juste un tout petit peu de publicité sur Facebook en disant cette semaine, les trajets sur Hitch, ils sont gratuits. Ça avait buzzé, j'imagine. Mais c'était... C'est monstrueux. Les gens ne trouvaient pas de taxi. On est passé de 0 à plusieurs milliers de trajets. Ok. En une semaine. La semaine d'après, on coupe, parce que ça coûte très cher. On coupe la gratuité, donc les gens se mettent à payer, donc ça baisse, mais ça ne revient pas au niveau d'avant. C'est-à-dire qu'on était à quelques milliers de trajets. Donc ça, et on commençait là, on avait commencé à mettre de l'énergie cinétique. Et ensuite, donc la stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette industrie, pour donner une bonne qualité de service, il faut avoir des drivers partout dans la ville. Il faut que vous ayez des chauffeurs absolument partout. Pourquoi ? Parce que la seule manière pour que les gens viennent, c'est que quand ils cliquent sur le bouton, que dans leur tête, de manière inconsciente, ils soient certains qu'il y a une voiture qui vient et qu'elle vienne rapidement. Oui. Et pour que ce sentiment inconscient existe dans la tête des gens, ben nous, il faut qu'il y ait un KPI qui s'appelle le success rate, qu'il faut qu'il soit très proche de 100%. Et pour qu'il soit proche de 100%, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un driver acceptance rate, c'est-à-dire sur 100 trajets que je t'envoie en tant que chauffeur, combien tu en acceptes ? Est-ce que c'est 90 ? Est-ce que c'est 50 ? Est-ce que c'est 20 ? Et ensuite, il y a le rider cancellation rate, c'est-à-dire est-ce que le driver a accepté, est-ce que le gars a cancel ? Et le delta des deux, enfin, ou le facteur des deux donne un taux de succès. D'accord. Donne un taux de succès. Et quand on a un taux de succès qui est au-delà de 90%, ben en fait, dans la tête des gens, la marketplace, elle marche. Et donc, en fait, quand les gens savent que ça marche, l'application sur laquelle ils cliquent ils commencent à vouloir cliquer sur une application pour qu'une voiture vienne les chercher à aller quelque part. Et en fait, donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour avoir du success rate ? Et là, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'on peut regarder 100 critères. Est-ce que les gens veulent des chauffeurs sympas ? Est-ce que les gens veulent des voitures propres ? Est-ce que les gens veulent que le driver conduise bien ? Est-ce que les gens veulent qu'il y ait des bonbons dans la voiture ? Une bouteille d'eau dans la voiture ? Est-ce qu'ils veulent que le chauffeur ne leur parle pas, etc., etc. En fait, vous prenez tous ces critères, il n'y en a aucun que les gens veulent. Il y en a un seul qui fonctionne. D'accord. Un seul modulo, un autre, mais l'autre, il est évident. C'est quand je clique sur le bouton, combien de temps la voiture met pour venir. Et quand il y a moins de... si tu mets en abscisse la quantité de temps et en ordonnée le taux de succès, à 1 minute, le taux de succès est 98%. À 3 minutes, il est à 80%. Ah ouais, ça baisse. Et à 4 minutes, il est à 30%. Ouais. Donc, ton travail, c'est de mettre une voiture à moins de 3 minutes de chacun des Casablanca. Ouais. Et quand tu arrives à faire ça, tu donnes un service qui fonctionne. C'est-à-dire que concrètement, il y a une taille critique à atteindre pour rester aux alentours d'une attente de 3 minutes. Pour que la fusée puisse tenir sur orbite. Sinon, elle retombe. La mise sur orbite, c'est 3 minutes, modulo un prix qui est bas. C'est-à-dire que la quantité de demande qui vient, n'est élevée que quand on arrive à trouver le prix qui est assez bas pour que ça fonctionne. Voilà. Très passionnant quand même. Ouais, franchement, le ride-hailing, c'est une industrie qui est extraordinaire. C'est les gens qui ont... D'ailleurs, l'une des choses que je constate, c'est qu'il y a des Uber Mafia qui se font, des Careem Mafia qui se font. Justement, je voulais te poser cette question par rapport au côté réglementaire. Parce que pendant un long moment, il y avait un flou réglementaire et juridique qui encadrait un petit peu ces activités. C'était un peu le jeu du chat et de la souris, un peu entre les VTC, les taxis. Donc vous, est-ce que vous avez eu ce genre de problématique ou est-ce que vous avez pu peut-être intégrer également les taxis dans votre écosystème pour éviter toute collusion avec eux? Écoute, nous, à l'époque où moi j'étais à Hitch, on ne travaillait qu'exclusivement avec les taxis. C'était une mauvaise décision.
Ok. Mais pendant que moi j'y étais, on a travaillé qu'avec les taxis. Donc on a eu relativement peu de problèmes pendant que moi j'y étais. Je sais que par la suite, il y a eu des problèmes, qu'il continue à y en avoir aujourd'hui, mais que en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que ces problèmes réglementaires, en fait, ce n'est pas des problèmes réglementaires, c'est des problèmes de vide juridique. Oui. C'est une nouvelle discipline qui n'est ni interdite ni permise. La meilleure manière de l'adresser, quand on est du côté de l'entreprise qui souhaite se développer, c'est d'aller très vite sur l'effet d'échelle. Parce que quand on va très vite sur l'effet d'échelle, on parvient à aligner les étoiles. Et on parvient à aligner les étoiles, d'une part, parce qu'on crée une quantité d'emplois qui est importante. Aujourd'hui, tu prends un acteur comme InDrive au Maroc, c'est probablement 15 à 20 000 emplois à plein temps, c'est-à-dire des personnes qui en vivent, et probablement 40 000 emplois de plus qui en vivent partiellement. Donc, quand tu es haut fonctionnaire ou politicien, ça commence à devenir très vite, très compliqué de prendre une décision qui peut casser une telle dynamique, quoi. 30 ou 40 000 emplois, qui représentent aujourd'hui probablement plus que de chauffeurs de taxi. Ou autant que de chauffeurs de taxi. Ça devient très compliqué. D'autre part, tu te retrouves dans une configuration où l'un des problèmes les plus complexes à résoudre pour un gouvernement ou pour des autorités locales, c'est celui du transport dans une grande ville. Le transport dans une grande ville, c'est un casse-tête chinois. Et en fait, tu viens y apporter une solution qui en fait fonctionne relativement bien. Surtout, c'est une industrie où la quantité de distribution apporte la quantité de demande, la quantité de supply apporte la quantité de demande, et quand tu as les deux, la supply et la demande, le prix tendanciellement va vers le zéro. Donc il n'atteint jamais zéro, parce que sinon il n'y a pas de business. Mais sa tendance, c'est d'aller vers le bas. Donc en fait, non seulement tu donnes une solution qui fonctionne bien, mais en plus tu donnes l'équivalent d'un service public qui fonctionne bien à un prix qui est relativement abordable. Et donc ça devient le sujet réglementaire, en fait, il commence à être de fait abordé de manière extrêmement pragmatique, même par les puissants du pays. Parce qu'en fait, il y a une situation de fait. Les gens veulent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter tout le monde. Les citoyens l'utilisent. On a plus de gens qui conduisent que les taxis. Il faut trouver une solution. Après, tu en as beaucoup qui te diront oui, mais il y a le problème du braquage. On a des taxis qui viennent. Mais en fait, même ce problème-là, il est adressé par ce sujet-là, parce que le chauffeur de InDrive aujourd'hui, il sait que la probabilité qu'un taxi vienne l'arrêter est quand même beaucoup, beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que la capacité des taxis à arrêter, elle est capée, alors que la quantité de drivers, elle n'est pas capée. Donc aujourd'hui, la probabilité, en étant driver, de te faire arrêter, elle est quand même relativement faible. Et en plus, je pense que récemment, les autorités n'autorisent plus aujourd'hui les taxis à agir eux-mêmes au nom des autorités pour arrêter InDrive. Donc en fait, on en revient toujours à la même conclusion. C'est un jeu à la taille critique. C'est un jeu à l'hyper-croissance. Et quand tu atteins une taille critique, ça devient gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, tu ne peux plus l'arrêter. Et c'est pas que tu peux plus, il faut plus l'arrêter. Il faut plus l'arrêter. C'est très clair, c'est très clair. Et en tout cas, très bien pour toi d'avoir vécu cette belle, c'était sympa. Cette belle aventure. Et du coup, la suite, après Hitch, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a poussé peut-être à quitter Hitch? Enfin, t'as eu l'impression d'avoir fait ton job, d'avoir contribué à l'hypercroissance. Là, fallait passer à autre chose ou pas suffisamment. La vérité, c'est que y avait des sujets en interne, des sujets purement management. Moi, ce que je voulais, c'était continuer sur cette pente. Pour moi, il devait y avoir une étoile du Nord. C'était cet ITIE, cette quantité de temps entre le chauffeur et le driver. Il fallait qu'on arrive à l'ender sur 1-3 minutes organiques, c'est-à-dire sans payer les drivers, parce qu'on donnait des subventions aux drivers pour qu'ils prennent des courses. La quantité de subventions qu'on donnait, elle était en très forte baisse. Comme je te l'ai dit, la première semaine, on donnait $5 par trajet. Au bout de quelques semaines, on avait multiplié par je ne sais pas combien la quantité de trajet et divisé par plus que 5 la quantité d'argent qu'on donnait par trajet. Donc les KPI étaient dans la bonne direction. Et ce qu'il fallait, c'était continuer à cramer de l'énergie thermique pour que la fusée puisse continuer de se détacher de la pesanteur terrestre. Et ça, d'une part. D'autre part, il y avait une très grosse frustration, c'était que le produit était très en retard. D'accord. Le produit était très, 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 très en retard. Et avec l'effet d'échelle, le fait que le produit soit up-to-date est très important. Je te donne un exemple simple. Pour allier supply et demand, offre et demande, en fait, tu as ce qu'on appelle des heat maps. C'est-à-dire que le chauffeur sait que s'il va à tel endroit,
en fait, il va trouver beaucoup plus de demandes en temps réel. Et en plus, chaque course qu'il va prendre de cet endroit-là va lui rapporter plus que s'il le prenait là. Oui. Et donc, ça te permet de créer une situation de fait où tu arrives à rassembler la supply là où elle doit être pour pouvoir toute la demande et jouer au jeu de l'effet du success rate, de l'effet d'échelle, de la marketplace qui tourne. Et donc, les gens qui à un moment donné, se séparent même de la voiture pour continuer à utiliser cette solution qui fonctionne très bien. On n'était pas en train de prendre cette direction, ça me frustrait énormément. On n'était pas en train de la prendre parce que les discussions ont commencé à dire on a quand même cramé pas mal d'argent et donc peut-être qu'il faut commencer à réfléchir à autre chose. Moi, j'étais là, on a cramé de l'argent, mais on a cramé pour arriver, on est à 4 minutes d'ITA là. Il faut être à 3, il nous manque encore 1 minute, donc il nous manque quelques étages à gravir parce que sans être à 3, on ne sera pas organique. Et si on n'est pas organique, comment on fait en fait? Et donc, on a dépensé X, certes, mais ce X, si on prend cette décision maintenant, en fait, il est perdu parce qu'on perd nos trajets, on perd notre network effect. Et quand on est dans une configuration où on est celui qui a le network effect, c'est très compliqué pour un nouvel entrant de venir ça crée une défensabilité qui est colossale. Et quand on est dans l'autre position, c'est extrêmement inconfortable. Donc, il ne fallait surtout pas, de mon point de vue, perdre ce network effect qu'on avait créé. Au contraire, il fallait l'intensifier. Il fallait l'intensifier, quitte à prendre des décisions. Moi, je sais qu'à l'époque, ils étaient en train d'essayer de faire des rides dans plein de pays, en Italie, en Suède, en Belgique, en Algérie, etc. Il y avait des trajets qui se faisaient nulle part ailleurs, ou très peu, qu'à Paris et Casa. Donc moi, on était en inadéquation dans ce qu'il fallait faire, ça d'une part. D'autre part, la volonté que j'avais de faire de l'entrepreneuriat était quand même très forte. C'est l'une des choses que j'ai dit tout à l'heure à mon sujet qui est vraiment extrêmement vrai, c'est que je suis extrêmement impatient, et le fait d'avoir fait cet exercice là pendant un certain temps m'a donné l'impression de savoir comment c'est de la marketplace. D'accord. Et donc je voulais remettre le doigt dans l'engrenage. Ça crée l'effet de l'adrénaline était très appréciable, quoi. Absolument. Parfait, très bien. Et du coup, ok, tu as senti ce besoin de changement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment est-ce que Wafr est arrivé? Mais alors, Wafr est arrivé d'une manière très rationnelle. Très, très rationnelle. Itch, c'était 2017-2018. Et je me rappelle, l'une des choses qui est arrivée en 2018, c'est la circulaire de la Banque du Maroc quant aux établissements de paiement. Et je me rappelle à l'époque, j'avais lu cette circulaire, et l'une des choses que je me suis dit à l'époque, c'est moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont en train d'essayer de faire une marketplace. La supply, c'est les commerçants, et la demand, c'est les gens qui ont des comptes et qui payent ou consomment des services financiers chez ces commerçants. Et en fait, si tu n'as pas les commerçants, tu n'auras pas les clients. Et je me disais, mais les entreprises à qui ils ont donné ça, ils ne vont pas faire de marketplace, c'est sûr, c'est des filiales de banques. Enfin, avec tout le respect que je dois aux banques, et les banques sont bien meilleures que moi pour faire plein de choses, mais pour faire de la marketplace, c'est compliqué pour une banque. C'est très compliqué. Parce qu'il y a de l'inertie, parce qu'il y a de la conformité, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et donc, ça m'avait titillé. J'avais une envie de faire de la fintech. D'accord. C'était comme ça. C'était encore... c'était un phénomène qui était débutant au Maroc à l'époque. Je voyais le sujet difficulté d'exécution ou la extrême particularité de l'exécution apportée pour faire ce dont je suis en train de te parler. Et force est de constater aujourd'hui que malheureusement j'avais raison, parce qu'il n'y a pas encore un wallet qui aujourd'hui est prédominant au Maroc et utilisé par tout le monde et servi par la majorité des commerçants dans le pays. Donc en somme, on a fait l'amère expérience d'une exécution qui était faite pour une marketplace, mais avec les standards de quelque chose, d'un business qui est linéaire. D'accord. Et ça franchement, avec toute l'humilité que ça implique, je pense que je le voyais à l'époque. D'accord. Je pense que je le voyais. Et dans le même temps, quand on regardait les chiffres, c'est des marchés qui sont absolument stratosphériques. Les services financiers au Maroc, hors dette, c'est aux alentours de 30 milliards de dollars. C'est énorme. Qui produit probablement 300 millions d'ARR. 300 millions de dollars d'ARR. Donc c'est gros, même à l'échelle d'un petit pays. Donc en gros, je me disais, j'ai un savoir-faire.
il y a un marché à prendre, c'est ça que j'ai envie de faire. D'accord. Il y a une opportunité, c'est là où j'ai envie d'aller. Donc c'est très rationnel en fait. Ok. Ouais, en tout cas, il y avait une bonne réflexion derrière qui reposait sur des chiffres et sur une compréhension du cadre économique et du cadre réglementaire, quoi. Absolument. Ouais. Absolument. Et vous étiez combien au moment du lancement de cette nouvelle start-up, de cette nouvelle réflexion? Vous étiez que 2. D'accord. Reda, mon associé, et Ouais. moi. D'accord. On était 2. Et la réflexion, elle a plus commencé de ton côté. Et ensuite, tu as essayé de lui en parler ou tu as réfléchi à toute la solution et du coup, tu t'es dit avec qui est-ce que je m'entends très bien pour pouvoir lancer la boîte? Parce qu'effectivement, je pense que c'est très, très important du coup de trouver la bonne personne avec laquelle on va se marier hein, pour lancer le projet. À la base, la réflexion venait de moi, mais très rapidement, Reda était là. Sans Reda, il n'y a pas de boîte. Ouais. Sans Reda, il n'y a pas de boîte. Okay. Et donc, très rapidement, qui a l'idée première, c'est pas important. La boîte, c'est nous deux, c'est tous les deux. Ouais. Et du coup, vous étiez assez en phase sur le développement ou est-ce que vous étiez plus en mode, OK, on commence par développer une première version, on essaie de tester et ensuite, au fur et à mesure des retours qu'on va recevoir, on va essayer de modifier ceci, cela ou est-ce qu'on va emprunter ce modèle économique plutôt qu'un autre? Donc, comment est-ce que la réflexion s'est faite entre vous deux? En fait, on a dû faire face à un problème qui est inhérent au monde de la fintech en général, c'est qu'on n'a pas d'agrément et pour autant, on veut faire de la fintech. Comme on n'avait pas d'agrément, ce qu'il fallait, c'était être en mesure de pouvoir disposer de l'agrément d'un établissement de paiement déjà établi par le biais d'API. Et en fait, il n'y avait jamais personne à l'époque qui avait reçu des API ouvertes d'un établissement financier agréé par la Banque du Maroc. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, les premiers banquiers avec qui je parle au début me disent « Mec, t'es complètement malade. C'est nous la banque. Tu veux qu'on te donne les API ?» Je dis « Mais non, mais il y a partout dans le monde. C'est comme ça que ça se fait. Regardez, en France, en Asie, aux États-Unis, c'est comme ça. » Mais pour dire la vérité, il y en avait aussi plusieurs qui ont très bien compris ce qu'on cherchait à faire, qui ont très bien compris la valeur et qui étaient parfaitement ouverts au fait de nous exposer des API qui nous permettent de faire de la fintech. On s'est confronté à un problème qu'on n'avait pas soupçonné au début. C'était la capacité d'exécution qui existe dans le milieu bancaire de manière générale, qui est extrêmement faible. Pour pas pour toutes, mais pour beaucoup de banques. Et donc, en fait, on se retrouve à malheureusement avoir mis le doigt dans un engrenage qui nous repousse on était à 1 an du Covid, donc pendant toute cette année, on n'arrive pas à lancer. Ah, mince. On n'arrive pas à lancer. Ensuite, il y a 1 an de Covid, donc une année de plus où on n'arrive pas à lancer. Et puis, quand tu dis on n'arrive pas à lancer, ça veut dire que vous avez une solution qui est prête. Il faut aller sur le marché, il faut trouver des gens qui vont l'essayer. La solution ne peut pas être prête sans avoir les API. D'accord. C'est ce qu'on pensait en tout cas à l'époque. C'est ce qu'on pensait à l'époque. En fait, c'est pas vrai. Mais ce qu'on pensait à l'époque, c'est que la solution ne pouvait pas être prête sans des API. Ok. Voilà. Et donc, au bout de 2 ans et demi où on essayait de mettre des API, on parlait à des gens qui nous disaient « Ok, on te donne les API, ok, on se met d'accord, on signe tel contrat, ok, etc. etc. » Et entre le moment où on s'accordait et le moment où on passe en production, en fait, l'exécution, on n'arrivait pas à la mener. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour commencer sans ces API-là. Et donc, on a commencé un système qu'on appelle dans le jargon un close loop. C'est-à-dire qu'on fait des comptes nous-mêmes, des comptes techniques. Donc, on a une sorte de core banking, c'est-à-dire de core banking toute proportion gardée. Les banques n'aiment pas que les startups disent core banking parce qu'elles veulent pouvoir garder la légitimité quant à la complexité de ce genre de logiciel. Donc, on a un petit core banking de comptes techniques qu'on a développé nous-mêmes. Mais par contre, on ne pouvait pas l'utiliser pour faire des transactions financières parce qu'on n'a pas d'agrément. Mais en revanche, on avait le droit de l'utiliser pour vendre des choses qu'on avait achetées. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, si vous achetez quelque chose et vous demandez à la personne de prépayer, ensuite, en fonction de ce qu'elle a prépayé, elle peut consommer ce que vous avez déjà vous acheté qui est sur votre balance sheet. Ça pose plus de problème. Et donc, en fait, on a lancé un service pour les épiciers qui leur permet d'avoir un wallet, de déposer de l'argent sur ce wallet et d'utiliser cet argent pour vendre du crédit téléphonique à leurs clients. D'accord. Donc, on a créé une proposition de valeur. Nous, notre objectif, c'était d'aller chez l'épicier. L'épicier, le crédit téléphonique, c'est l'un des assets qu'il vend le plus, qui est le plus liquide et où il y a énormément de rotation.
Moi, à l'époque, j'avais déjà fait leak et donc je savais qu'il y avait des API qui permettaient de consommer de la recharge téléphonique. Ouais. Ça t'avait aidé du coup, ouais. Exactement. Et donc, on a construit cette première version qui permet de faire des recharges téléphoniques pour l'épicier. C'est ce que Waffer est encore aujourd'hui, même si on est en train d'intégrer les services financiers. Ouais. Mais avec cette proposition de valeur assez simple, on a eu une croissance qui a été fantastique. Il s'est avéré qu'en fait, l'épicier a très largement adopté cette méthode pour vendre du crédit téléphonique à ses clients. Oui. La proposition de valeur, on ne s'en rendait pas compte, mais en fait, elle est forte parce que l'épicier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 3 téléphones, un pour chaque opérateur. Il lui faut un crédit par téléphone. Et, donc, il faut qu'il mobilise un peu pour chacun des opérateurs, etc. Donc, plus de besoins en fonds de roulement, plus de gestion, etc. Nous, l'appel est hyper simple. La quantité de clics qu'il faut pour faire une transaction est vraiment très petite. Oui. Et donc, c'est extrêmement straightforward. Il y a un seul compte. Et donc, on a eu plein d'épiciers qui ont commencé à adopter. Une volumétrie qui a commencé à grandir. Voilà. Assez rapidement. Et justement, quelles étaient un petit peu les mesures d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, pour faire connaître cette solution, pour la démocratiser le plus rapidement possible, pour atteindre justement un niveau un volume qui soit important? Au début, on faisait juste des pubs sur Google et Facebook. D'accord. Ouais. Les épiciers la voyaient, installaient l'application. Une fois qu'ils l'avaient installée, ils allaient déposer du crédit dessus, chez Tsilet ou chez Bcash, ou via une Visa ou une Mastercard. Et ensuite, ils utilisaient ce crédit pour vendre des recharges. Donc, c'était vraiment du bouche à oreille grâce à Facebook. Voilà, exactement. C'est de la conversion, c'est de la performance marketing. On allait chercher des conversions proprement, etc. Voilà. Et donc, cette période un petit peu, je dirais, peut-être un peu l'adolescence, si je peux la qualifier ainsi. C'est bien. L'adolescence de mon point de vue, on est toujours adolescent. Elle a duré combien de temps et quelles étaient du coup les étapes qui sont venues après le développement? Elle a duré tout le temps parce qu'on y est toujours. On n'a pas encore, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore lancé les services financiers, même si ça va arriver de manière imminente. Là, on s'est connecté via une API. On est passé par une phase d'exécution qui était très complexe avec un établissement de paiement, etc. Et donc à l'heure qu'il est, on n'en est toujours pas sorti de cette phase. Mais c'est pas grave parce que en fait, c'est ce qu'on dit aux investisseurs. L'asset qu'on a construit, en fait, si on regarde le marché des services financiers, on va le subdiviser en 3 grands marchés. Le crédit téléphonique, le paiement de factures d'eau et d'électricité et les transferts d'argent. Si on regarde le marché du crédit téléphonique, c'est le plus petit. Il fait 3 milliards de dollars et on n'en adresse qu'1,5 milliard parce qu'en fait, la scratch card, c'est l'autre 1,5 milliard. Et on fait pas encore scratch card. La particularité de ce marché, c'est qu'il est d'un niveau de fragmentation qui est énorme parce que n'importe qui a un peu d'argent peut aller chez un distributeur, acheter de la recharge téléphonique et aller les vendre aux épiciers. Donc, il y a des milliers de petits ambulants qui vont aller acheter chez des centaines de grossistes de la recharge qui eux-mêmes achètent chez quelques dizaines de très gros grossistes de la recharge. Et en fait, il y a toute une cascade de players qui vont distribuer ça un peu partout sur le marché. Si on regarde le paiement de facture, c'est extrêmement liquide aussi. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire du paiement de facture, en fait, il faut passer par la case agrément, création de compte d'agent, etc., etc. Et enfin, le paiement de facture, et c'est un marché beaucoup plus gros. C'est un marché plus gros que la recherche téléphonique. Et enfin, le marché de la rémittance, des transferts d'argent, c'est encore beaucoup plus gros et encore beaucoup moins fragmenté parce que c'est drivé par le network effect. C'est comme pour Itch. Il faut beaucoup de distribution pour avoir la demande. Et si on n'a pas beaucoup de distribution, on ne peut pas aller chercher la demande. Et si on n'a pas beaucoup de distribution, ça devient très difficile d'aller concurrencer ceux qui ont de la distribution. Parce qu'eux ont déjà la distribution et donc même en cassant les prix, vous n'obtenez pas de part de marché. Et nous, on a réussi à créer un réseau qui est beaucoup plus gros que les plus gros réseaux de services financiers, juste avec la recharge téléphonique. Et donc voilà, malgré que ce qu'on fait aujourd'hui est rigoureusement similaire, est extrêmement similaire à ce qu'on faisait il y a 4 ans quand on a commencé, aujourd'hui, on a un asset qui est construit, qui est important, qui est ce réseau. Oui, le réseau de distribution. Et d'un point de vue géographique, où est-ce que vous aviez commencé à l'époque ? C'était vraiment genre dans les grandes villes ou plutôt vous avez voulu commencer dans des petites villes ou c'était assez aléatoire ? Facebook ou Google, ils sont partout. Partout, ouais. Donc, ils sont partout, là où les gens ont des smartphones, c'est-à-dire absolument partout aujourd'hui. Et l'adoption, elle s'est faite partout, dans les 4 coins du royaume, il n'y avait pas de... Partout. D'accord, partout.
partout. Ça il n'y avait pas des régions particulières qui ont plus adopté les mesures par rapport à d'autres. Là où il y a plus de population, il y a plus d'épiciers. Là où il y a plus d'épiciers, il y a plus d'adoption. Donc forcément, vous avez une concentration sur les villes, mais c'est extrêmement disparate. Il y en a absolument partout. Ouais. Et par rapport au réseau, à l'infrastructure IT, elle était plutôt correcte. Il n'y avait pas vraiment de soucis à rencontrer par rapport à ça. Peut-être des régions où il n'y a pas forcément une bonne couverture 4G, 5G. Peut-être c'est un peu plus compliqué pour les gens. Ou pas forcément. En fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir de la 4G ou de la 5G. Ouais. Donc, si vous avez un Hanout qui n'a pas de WhatsApp aujourd'hui, il ne travaille pas. Ouais. S'il ne travaille pas, il a toutes les ménagères de sa zone de chalandise qui le contactent. C'est vrai. Plein de choses. Ouais. Donc à moins qu'il y a de la 4G partout aujourd'hui. Il y a des opérateurs qui sont plus ou moins bons en fonction des régions, mais il y a de la 4G à peu près partout. Je pense qu'on a un taux de couverture de la population, si on prend les 3 opérateurs, qui n'est pas très loin des 100%. D'accord, c'est clair. Ouais. Et par rapport à l'aspect, je dirais, l'aspect technologique, là on est en train de parler quand même d'une solution qui est apportée, qui est adoptée. Toi, il me semble que tu as fait une école de commerce, donc tu n'as pas vraiment un background d'ingénieur qui fait du développement. Absolument. Je ne sais pas pour le cofondateur Reda. Ouais, Reda est tech. D'accord. Donc c'est vraiment lui qui a porté cette casquette. Absolument. C'est un peu ça ma question. Absolument. D'accord. Donc c'est lui qui a fait tout le développement. Ouais. Au début, c'était lui-même qui codait. D'accord. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il ne code plus, il fait d'autres choses. Ouais. Mais les premières versions de ce qu'on a fait, c'est lui-même qui les a codées avec ses 10 doigts. D'accord. Ouais. Et à partir de quel moment est-ce que vous avez senti qu'il était nécessaire d'être accompagné ou de recruter plus de personnes, plus de collaborateurs pour l'épauler sur ces tâches? À partir du moment où on sentait qu'il manquait de bande passante. Ouais. C'est l'une des choses quant à laquelle j'argumentais un peu plus tôt tout à l'heure. Ouais. La complexité du point de vue de la tech est exponentielle. Vous réglez un problème sur l'application, il y en a 2 autres. Ouais. Vous réglez les 2, il y en a 4. Vous réglez les 4, il y en a 8. Et ça ne s'arrête jamais. Ouais. C'est pour ça que les bois de la Silicon Valley, ils ont des milliers de développeurs. Parce qu'en fait, il faut adresser des centaines de problèmes. C'est sûr, ouais. Et il y a des problèmes qui se stackent au-dessus des problèmes parce qu'ensuite, il faut arriver à avoir de la coordination entre les différentes équipes. Il faut réussir à avoir des processus décisionnels qui arrivent à se conjuguer, qui arrivent à fonctionner avec l'agilité qui est inhérente, obligatoire pour le monde des startups. Ouais. Voilà. D'accord. Et tu as évoqué deux points qui me semblent intéressants à développer. Le premier lié peut-être lié à la structuration de la boîte, tout ce qui est recrutement de collaborateurs, mise en place de process et tout. C'est quelque chose qui prend aujourd'hui combien de temps? Ça te prend combien de temps au quotidien, à toi et à Reda? Et est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous ressentez certaines difficultés par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas si différent de ce que tu faisais avant chez Hitch, par exemple, dans le sens où cette expérience avait permis d'acquérir une certaine expérience pour gérer des équipes, structurer des équipes, notamment au moment d'un lancement d'un nouveau produit? Écoute, non, je le faisais pas chez Hitch. Chez Hitch, ce qu'on me demandait, c'est d'être les mains dans le cambouis, et à la limite, la partie qui était plus du fait de la matière grise, c'était celle des décisions hebdomadaires de la dépense d'argent. Non, chez Waffer, au début, on le faisait pas beaucoup parce que, pareil, ce qu'il faut au début d'une startup, c'est mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Et il vaut mieux faire des erreurs vite et les corriger vite plutôt que de réfléchir beaucoup et ensuite pas faire d'erreurs. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à le faire et on le fait de manière insuffisante. Aujourd'hui, on touche absolument du doigt on touche absolument du doigt la nécessité absolue on fait énormément de planification et on pense qu'il faut en faire encore plus, il faut en faire encore davantage. C'est-à-dire que la nature du travail a extrêmement changé au fur et à mesure du développement d'entreprise et continue de changer aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les discussions qu'on a avec nos investisseurs, c'est quelle quantité de matière grise il faut qu'on ajoute dans l'organigramme. Comment on fait pour que l'organigramme nous permette de faire monter la top line encore plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y avait pas ces réflexions-là au début. Au début, il fallait juste faire. Ouais. Il fallait juste faire. Faut bien commencer quelque part, quoi, par quelque chose. Absolument. D'accord, très bien. Par rapport aux investisseurs, vu que tu m'as parlé d'investisseurs, je sais qu'en ce moment, il y a eu pas mal de... vous avez fait une levée de fonds assez récente. Comment ce sujet est géré par Reda et par toi? Quelles étaient un petit peu les différentes levées de fonds que vous avez pu faire?
Et comment est-ce que vous gérez ce besoin en interne? Quand est-ce que, en d'autres termes, quand est-ce que toi et Reda, vous vous dites, OK, là, on a vraiment besoin d'aller chercher de nouveaux investisseurs et pourquoi est-ce qu'on a besoin de temps et pas de temps? Le processus commence avec l'émission de deuxième. La première édition, on a eu la chance d'en faire partie et donc on n'était pas encore sur le marché à l'époque, c'était en D'accord. 2021. 2021. C'était au début de 2021. Ouais. On était sur le marché qu'à l'été 2021. OK. Et on a pris un tout petit ticket de $50,000 D'accord. Ouais. sur une toute petite valorisation. Oui. Ensuite, les levées de fonds se sont enchaînées. On a eu un premier business angel qui a mis un ticket plus important. Ensuite, on a eu 2 fonds, Plug and Play et UM6P Ventures. Ensuite, on a eu Launch Africa. Ensuite, on a eu First Circle Capital. Et c'est des levées, et d'autres business angels qui sont arrivés. Là, on était dans le cadre de lever ce qu'on appelle en safe. Ouais. Donc, juste pour donner un point de contexte, les startups qui sont au Maroc, pour la plupart d'entre elles, sont incorporées aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont une holding aux États-Unis qui détient une filiale marocaine. C'est la filiale marocaine qui opère, mais les fonds sont levés sur la holding aux États-Unis. D'accord. Pourquoi c'est le cas? Parce que tous les fonds d'investissement, c'est fait dans la légalité la plus totale avec l'Office d'échange. L'Office d'échange a sorti une circulaire le 3 janvier 2022 pour permettre aux startups de faire ça. Pour pouvoir lever des fonds avec des investisseurs qui seraient à l'étranger. Pour pouvoir lever des fonds avec des investisseurs à l'étranger qui mettraient un ticket dans une boîte étrangère qui est détenue par des Marocains. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc, on a incorporé aux États-Unis et on a commencé à faire des safes. Donc, les safes, c'est un protocole qui, sans rentrer dans le détail, permet de lever de l'argent très rapidement, très facilement. Oui. Et donc en fait, au début, parce qu'aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait une vraie levée de fonds, ce qu'on appelle un round pricé, il y en a pour entre minimum 50 à 100 000 $ d'avocats. Donc, si vous levez 50 000 $, qui est un petit ticket du début, que vous le mettez dans les avocats. Voilà, c'est juste pour payer l'avocat. Voilà, ça fonctionne pas. Donc, il y a des mécanismes aux États-Unis qui facilitent énormément la levée de fonds. Ce qu'on appelle en général le document qui est utilisé, c'est le SAFE, qui est un document qui a été rédigé par le Y Combinator, qui est le très gros accélérateur, très prestigieux accélérateur de la Silicon Valley, qui a fait Stripe, Dropbox, Airbnb, Reddit, Instacart. Sherry, Smail qu'on embrasse et qui en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc on a fait safe. On lève à peu près en tout en safe avant de faire le round qu'on vient de faire à peu près 1,5 million $. D'accord. Voilà. Impressionnant pour un premier. Bah, c'est pas un, c'est plusieurs. Bon, non, pas si impressionnant que ça. C'est moins compliqué que ce qu'on pense. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qui se fait localement. C'est assez prometteur. Écoute, si tu regardes les dernières années, l'un des regrets importants que Reda et moi on a eu, ça a été de ne pas réussir à mettre une première boîte sur le marché en 2019 quand on a commencé. D'accord, ouais. Parce que si on avait eu en 2019 une première boîte qui commençait à avoir de l'attraction, on aurait continué à en avoir pendant le Covid parce que les gens continuent à faire de la recherche téléphonique. Et on aurait eu la vague de 2021-2022 où il y a eu un bull run extraordinaire avec les taux d'intérêt qui étaient bas un peu partout dans le monde. Et il y avait énormément d'argent en capital risque qui était investi de manière très souvent très irrationnelle. Et donc, on est arrivé sur le marché un tout petit peu trop tard pour pouvoir en bénéficier correctement. Aujourd'hui, on se rend peut-être compte que c'est un mal pour un bien. Parce que c'est de l'argent unhealthy. Il y a beaucoup d'argent qui est arrivé, qui a été très vite dépensé parce que le mandat qui était donné par les fonds, c'était de dire vous augmentez la top line le plus vite possible. Et de toute façon, là, on est dans une dynamique où vous pouvez relever de manière encore plus irrationnelle quand vous êtes en série A. Donc, nous, on vous donne $1 million, vous le dépensez en 6 mois, en moins de 6 mois, idéalement en 3 mois. Et dans 3 mois, on va lever $10 millions. Il faut que vous les dépensiez en 6 mois et après, on va lever $100 millions. Et après, on verra. Et il y a plein de boîtes qui ont fait ça qui aujourd'hui ont des problèmes importants. Parce qu'il y avait une fuite en avant. Donc pendant longtemps, on s'est dit mince, on a loupé. On a loupé ce momentum. C'est dommage. On a commencé en 2021, on était encore un peu petit. Aujourd'hui, on se dit alhamdoulilah. D'accord. Ça, c'est clair. Et tu as évoqué pas mal d'acteurs
dans le monde, je dirais, de la fintech ou des startups au Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent à monter leur propre startup, qui soient au Maroc ou à l'étranger et qui souhaitent rentrer au Maroc. Comment est-ce que toi, tu perçois l'évolution de ce paysage, le paysage des startups au Maroc, que ce soit des fonds de VC, enfin des investisseurs de manière générale, des incubateurs, le régulateur lui aussi, comment est-ce qu'il cherche à faciliter la réglementation sur certains secteurs. Donc, quelle est un petit peu, je dirais, ton évaluation, peut-être très, très subjective, hein, par rapport à l'évolution de ce contexte? De manière générale, et en m'excluant de ce premier point, je pense que l'écosystème est très peu quantitatif et extrêmement qualitatif. D'accord. On est dans une config où il y a assez peu de boîtes, mais les boîtes qui font des choses réussissent à en faire que parce que les personnes qui les portent sont absolument incroyables. Et donc, la résultante de ce premier point, c'est que on a vraiment des personnes fantastiques dans l'écosystème de la startup. Et en plus, il y a une ambiance qui est vraiment sympa, on se connaît un peu tous, et franchement, c'est vraiment appréciable. L'autre point, c'est que on n'est pas encore dans une dynamique industrielle. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la taille critique de la startup. On fait entre 50 et 80 millions de dollars d'investissement par an, c'est encore beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit. Aujourd'hui, si on fait une fonction linéaire avec la taille des pays qui font un peu plus capital risque en Afrique, il faudrait qu'on soit aux alentours de 250 millions de dollars par an. On en est encore très loin. Donc ça, c'est le constat à date, à aujourd'hui. Ce que je pense qu'il faut dire quand on a dit cette première chose, c'est que les perspectives sont enthousiasmantes. Pourquoi ? D'une part parce que on a un pool de talents qui est absolument fantastique d'un côté. De l'autre côté, on a l'argent du fonds Mohamed VI qui ne devrait pas tarder à commencer à arriver pour nourrir l'écosystème des startups. Et en fait, la startup, ce qu'il faut clairement voir, c'est que c'est une marketplace. En supply, il y a le deal flow, les startups investissables. Et en demand, il y a les fonds d'investissement qui veulent acheter des actions dans ce deal flow. Et aujourd'hui, comme pour Itch, il faut commencer quelque part. Il faut commencer sur le deal flow. Et le plus gros problème, de mon point de vue, ça c'est mon avis personnel, c'est qu'on n'a pas assez de deal flow au Maroc parce que le coût d'opportunité au Maroc est beaucoup plus élevé que par ailleurs en Afrique. D'accord. Aujourd'hui, pour une personne qui a une tête correctement faite, qui est visible dans les radars et par le biais des signaux faibles que les fonds de capital risque savent interpréter, cette personne-là a des alternatives excellentes au Maroc. Avec des salaires intéressants, avec une quantité de travail avec une qualité de la vie qui est très bien. Et en fait, ce coût d'opportunité, on a tous un curseur dans le cœur qui est aussi entre risque et ambition. Ouais. Et ce coût d'opportunité le fait aujourd'hui aussi vers risque, pas vers ambition. Et la meilleure manière de combattre ce coût d'opportunité, c'est de créer des succès, de mon point de vue. C'est de créer des énormes succès pour que les gens voient que c'est possible, qu'il y a des gens qui le connaissent, qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré, qui l'ont fait. Ouais. Et c'est sur cette thèse-là que le fonds Mohamed VI a construit sa stratégie pour commencer à bientôt investir dans des startups marocaines. En gros, il faut donner les meilleures chances aux meilleurs aujourd'hui pour qu'ils créent les succès de demain qui créeront le deal flow d'après-demain. Ouais. Et donc, s'il y a un message, puisque c'était la question originelle, à passer de mon point de vue, c'est celui de dire s'il y a un moment pour vous à commencer à faire de la startup, c'est maintenant. Là, il y a un vrai momentum au Maroc chez vous. Donc, que vous soyez marocain au Maroc ou marocain à l'étranger, et que le curseur dont je parlais tout à l'heure, aussi encore beaucoup trop vers le risque, parlez-lui et dites-lui qu'il faut qu'il aille vers l'ambition. Ouais. C'est des paroles très sages. Hein. Non, je ne sais pas si c'est sage. Non, je suis en train de vous dire qu'il fallait quand même un peu de risque. Il le faut pour réussir. Il le faut pour réussir. Et sinon, par rapport à tout ce qui est lié aux autres pays africains, bon là, tu as pu développer une solution qui est encore en train d'être complétée. Est-ce que tu as déjà eu l'idée avec ton associé de calquer ce modèle sur d'autres pays, d'essayer justement de l'exporter vers d'autres pays voisins qui n'auraient pas ce type de solution et qui pourraient justement l'adopter, qui serait intéressant pour eux? L'idée existe, mais on pense que c'est pas une stratégie pertinente pour le futur de court terme, parce que comme je te le disais tout à l'heure, nous ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faut, c'est créer du network effect.
ce dont on a passé notre temps à parler dans ce podcast, c'est supply, demand. Et en fait, la conjonction des deux, c'est du network effect. Et si on veut du network effect, il faut que notre effort, elle aille vers... Il faut réussir à concentrer le tir, pas éparpiller le tir. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réussir à concentrer le tir sur le Maroc. Ensuite, par la suite, ce sera possible d'aller dans d'autres pays. Ouais. Très bien, très bien. Dernière question, hein, plus par rapport au développement futur. Comment est-ce que tu vois Wafr dans 10 ans, 15 ans? Nous, le but qu'on a toujours poursuivi, c'était celui de l'inclusion financière. Ouais. Donc, concrètement, ce qu'on veut, le futur dans lequel on croit très fort, c'est celui où tous les Marocains, pour leurs achats du quotidien, pour l'argent qu'ils s'envoient entre eux, n'utilisent plus de cash. Évidemment, il n'y en aura jamais zéro cash, mais qu'il y en ait beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça nous permettrait de faire une grosse boîte, de taille très importante, qui est très rentable, extrêmement rentable, mais aussi, d'autre part, parce que c'est un but c'est un objectif qui est éminemment patriotique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'inclusion financière se fait, les bilans des banques gonflent. Quand les bilans des banques gonflent, les banques financent beaucoup mieux l'économie du pays, par le biais des effets de levier sur les dépôts. Donc évidemment, les banques gagnent plus d'argent aussi, mais bon, c'est le contraire d'un dommage collatéral, c'est un bienfait collatéral. Ouais. Mais on ne peut pas développer le pays sans en passer en partie. Il n'y a pas que ça, hein, évidemment, mais c'est un des objectifs qu'on se doit de réussir à mener à bien pour le développement du pays. Ouais. Et nous, à notre humble échelle, on aimerait beaucoup pouvoir y participer. Très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Pour cet épisode, merci beaucoup pour ce passage. Avec merci plaisir. Beaucoup pour les messages très, très passionnants, très encourageants pour tous les spectateurs et les spectatrices qui nous regardent et qui souhaitent se lancer. Ils n'ont qu'à placer le curseur sur l'ambition. Ah, absolument. C'est un peu d'ailleurs le nom du podcast, Talks of Ambition. Voilà. Et prendre un peu leur courage à deux mains et leur dire que voilà, il y a beaucoup de trucs qui se font au Maroc, ça bouge et c'est le moment de se lancer eux aussi. Merci beaucoup, Ismaël. Merci de m'avoir reçu.